vous regardez RTL. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, standing ovation pour Emmanuel Macron au Congrès. Le président de la République vient de terminer son discours devant les représentants et les sénateurs américains. Une allocution de 50 minutes en anglais accueillie et régulièrement interrompue par des applaudissements. Au lendemain de discussions compliquées avec Donald Trump, Emmanuel Macron a affiché sa fermeté sur tous les dossiers. La France ne quittera pas l'accord sur le nucléaire iranien. Sur l'écologie, il n'y aura pas de planète B. Il a dénoncé aussi la tentation du nationalisme. Alors dans RTL Soir, vous entendrez le chef de l'État. Nous décrypterons ce discours grâce au correspondant d'RTL aux États-Unis, Philippe Corbet. À 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel et le débat d'En refait le monde après 19h. RTL Soir, première édition, avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal de 18h. Les syndicats de cheminots rêvent d'une démonstration de force avant de rencontrer Édouard Philippe le 7 mai prochain. Ils appellent à des manifestations dans toute la France. Le jeudi 3 pour marteler leur opposition à la réforme du rail. Premier invité d'RTL Soir, à 18h20, le secrétaire général de l'UNSA cheminot, Roger Dylan-Seger. Vincent Bolloré, toujours dans l'œil de la justice industrielle, soupçonné de corruption pour la gestion de ports maritimes africains. 3 ans après le drame sur le tournage de l'émission Dropped, l'accident d'hélicoptère qui avait fait 10 morts, la société de production est condamnée pour faute inexcusable. Et dans ce journal, nous serons en ligne avec le père d'Alexis Vastine. L'une des victimes, Alain Vastine, réagira donc à cette condamnation. Un catalogue de près de 2 milliards d'étoiles désormais accessible en ligne. Le satellite Gaïa a cartographié notre galaxie. Et puis veillée d'armes à Marseille où l'OM ne pense déjà plus qu'à la Ligue Europa. La bourse de Paris a terminé en baisse ce soir, moins 0,57%. Le CAC 40 s'établit à 5413 points. Enfin, les courses à Agen, il fallait jouer le 12, le 16, le 7, le 11 et le 14. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. En pleine semaine des vaccins, l'Ordre des médecins réclame l'obligation de vaccination pour les professionnels de santé. Mais aujourd'hui, comment sont-ils protégés? Qu'est-ce qui est obligatoire? Puis direction les coulisses de l'actualité, au service de la France. Jour et nuit, la DGSI lutte contre la menace terroriste. Ce soir, on vous amène en coulisses. Nos agents spéciaux tombent le masque pour la première fois. 18h35, jour J pour Daniel Auteuil. Vous n'avez pas pu rater son grand retour au cinéma devant et derrière la caméra pour Amoureux de ma femme. Pétillante comédie romantique. Daniel Auteuil a fait le tour de tous les plateaux. Il fait le bilan avec nous tout à l'heure à 18h35. 19h15, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Demain, le temps sera calme avec alternance de nuages et d'éclaircies. Pas de grosses dégradations, mais la matinée sera encore nuageuse demain. Sur une bonne partie du pays, nous avons de nombreux nuages bas et quelques averses demain matin encore près des frontières du Nord, près des côtes de la Manche et même un petit peu de pluie du côté des Pyrénées. Le temps sera plus lumineux dans l'après-midi et toujours très ensoleillé dans le sud-est, mais avec de fortes rafales de Mistral et de Tramontane et des températures un petit peu fraîches. Demain matin, 5 degrés seulement à Reims, 15 à Marseille et température de l'après-midi comprise entre 13 et 26 degrés. Merci Patricia et à tout à l'heure. RTL Soir. Une pluie d'applaudissements pour Emmanuel Macron face au Congrès américain, Céline. Le président français poursuit son voyage d'État aux États-Unis. Il vient d'exposer devant les parlementaires sa propre vision du monde lors d'un discours solennel. Emmanuel Macron, accueilli par une bruyante standing ovation, est régulièrement interrompu par des applaudissements et cela jusqu'au bout, notamment lorsqu'à la fin de son discours, il a appelé Français et Américains à travailler main dans la main. L'appel que nous entendons aujourd'hui est l'appel de l'histoire. Nous devons faire preuve de détermination et de courage. Ce qui nous est le plus cher est en jeu. Ce que nous aimons est menacé. Nous n'avons pas le choix. Nous devons l'emporter ensemble. Nous l'emporterons. Bonsoir Philippe Corbet. Bonsoir. Vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Vous avez suivi donc ce discours devant le Congrès où Emmanuel Macron est revenu sur toutes les divergences entre Paris et Washington. Oui, il voulait s'adresser à l'autre Amérique, pas seulement celle qui vote Trump. Alors, il a été, vous l'avez dit, applaudi beaucoup à plusieurs reprises sur tous les bancs quand il évoquait le rendez-vous de l'Amérique et de la France, les valeurs de démocratie, de liberté. Il dénonce aussi le nationalisme. Mais il y avait à plusieurs moments un décalage assez spectaculaire qu'il avait lui-même choisi. Par exemple, sur l'Iran, il rappelle aux républicains l'importance du multilatéralisme, l'importance de ne pas sortir de l'accord. Notre objectif est clair. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire, ni aujourd'hui, ni demain, jamais.
Alors là, toute la gauche se lève d'un coup, applaudissements nourris. Beaucoup d'élus de droite, eux, restent assis sans applaudir. Et ceux qui le font vraiment mollement par courtoisie. Même chose, même décalage spectaculaire quand ils rappellent les questions de climat. Là aussi, il y a un clivage gauche-droite. Les démocrates l'acclament, les républicains grimacent. I'm sure one day the United States will come back and join the Paris Agreement. Un jour, les États-Unis reviendront dans l'accord de Paris sur le climat. Il n'y aura pas de planète B. Ce décalage, c'est exactement ce qu'il cherchait. Montrer qu'après une journée avec Trump, il s'adresse aussi à l'Amérique qui ne vote pas Trump. Mais globalement, il faut le dire, il y avait beaucoup d'applaudissements. Ça a été un accueil extrêmement chaleureux, beaucoup plus que pour d'autres occasions de ce type-là. Et d'ailleurs, je dois dire, je ne sais pas exactement à compter combien il y a eu de standing ovation, autour d'une dizaine ou d'une douzaine. Carrément. Merci beaucoup Philippe Corbet, donc le correspondant aux États-Unis pour RTL. L'analyse tout à l'heure d'Olivier Mazerolle à 18h30. On retourne aux États-Unis évidemment à 19h. Les cheminots bien décidés à maintenir la pression sur le gouvernement. Dis donc ce soir, ils manifesteront avant d'être reçus à Matignon. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'il recevra les syndicats le 7 mai prochain. Une concession de l'exécutif, mais sans même attendre ses rendez-vous. L'intersyndicale de la SNCF, qui se réunissait aujourd'hui, a décidé d'afficher sa détermination. Elle appelle donc à des manifestations le 3 mai prochain dans tout le pays, Éric Vanier. Oui, à Paris, près de l'Assemblée nationale et en région, devant les préfectures, car pas question effectivement pour les syndicats de baisser la garde malgré le geste d'ouverture du Premier ministre. Au contraire, cette journée du 3 mai, qui était déjà un jour de grève dans le calendrier de l'intersyndicale, va servir à faire monter la pression avant les rencontres du 7 mai à Matignon, tous dans la rue pour se faire entendre. Les syndicats veulent que cette journée de concertation avec Édouard Philippe le 7 mai débouche sur un nouveau calendrier de négociation avec des tables rondes thématiques qui réuniraient toutes les parties prenantes, syndicats, patronat, gouvernement, sous le pilotage de Matignon. Et l'intersyndicale prévient déjà, si le Premier ministre traîne les pieds, s'il n'y a pas d'avancée, il y aura le 14 mai une journée morte à la SNCF pour relancer et élargir la mobilisation. Éric Meyer nous dit de quoi il s'agira si ça se confirme. Ce qu'on va appeler la journée sans train, sans chantier, sans présence dans les bureaux. Le but, c'est que la grève ne repose pas uniquement sur les métiers de la production, mais qu'on puisse avoir une participation de l'encadrement ou plus massive des agents qui ne concourent pas à la production quotidienne du ferroviaire. En attendant, je vous rappelle que les 2 prochaines journées de grève auront lieu samedi et dimanche. Éric Vanier du service économie sociale de RTL, invité tout à l'heure à 18h20 d'RTL Soir, donc le secrétaire général de l'UNSA Cheminot. Le chômage poursuit sa baisse au premier trimestre. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi a reculé de 0,9%. C'est 32 000 demandeurs d'emploi de moins selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère du Travail. Et puis Carrefour annonce sa signature aujourd'hui de 2 accords majoritaires avec les syndicats sur un plan de sauvegarde de l'emploi et un plan de départ volontaire. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, avait annoncé fin janvier la suppression de 2400 postes dont les sièges, mais aussi la sortie du groupe de 273 ex-magasins d'IA. Deuxième journée de garde à vue pour Vincent Bolloré. L'homme d'affaires est entendu depuis hier matin dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre, soupçonné d'avoir favorisé l'élection de 2 présidents africains pour obtenir la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Des activités africaines sur lesquelles le groupe communique peu, mais qui lui rapportent beaucoup, Pierre-Julien. Oui, l'Afrique, c'est en gros la poule aux œufs d'or pour Vincent Bolloré. Les activités ferroviaires, portuaires, agricoles réalisées sur ce continent représentent plus du quart du chiffre d'affaires du groupe. Sa récente filiale dédiée BTL emploie 25 000 personnes et a rapporté l'an dernier 2,5 milliards d'euros. Bolloré, ce sont 10 grands ports d'Afrique de l'Ouest qu'il gère. Il opère sur 16 autres terminaux. Il faut dire que les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde ont été multipliés par 4 en 10 ans. Alors les plus grands du secteur, danois, italo-suisses, émiriens, se livrent à une lutte sans pitié avec pour adversaire principal évidemment les Français de Bolloré qui parfois s'allient à un redoutable conglomérat chinois pour l'emporter. Exemple, le port de Banjul en Gambie. Et Pierre, comment réagit-on sur le continent à cette garde à vue ? Alors officiellement, on ne souhaite pas encore réagir alors que les réseaux sociaux à Conakry, à Lomé sont sans appel. Didier Assogba, responsable de Togo Breaking News. Plusieurs pensent que c'est bien fait pour lui. Il confisque les ports africains pour faire fructifier ses actions. Je pense également que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ami des chefs d'État que des citoyens africains.
Oui, en résumé, si Bolloré aime l'Afrique, les Africains n'aiment pas trop Bolloré. Merci Pierre Julien, et on apprend à l'instant que Vincent Bolloré est déféré devant un juge du pôle financier. C'est la première décision de justice dans l'affaire Dropt, l'accident d'hélicoptère qui avait coûté la vie à 10 personnes sur le tournage de l'émission de TF1. Le 9 mars 2015, la collision entre deux appareils en Argentine avait fait 10 morts, parmi eux la navigatrice Florence Artaud ou encore le boxeur Alexis Vastine. Poursuivi par la famille d'un caméraman décédé, la société de production a été condamnée pour faute inexcusable par le tribunal des affaires sociales de Nanterre. Jugement inattendu qui marque une étape capitale pour la suite du dossier, Jean-Alphonse Richard. Oui, parce qu'il y a toute une série de nouveaux rendez-vous prévus devant d'autres tribunaux des affaires sociales, Lyon, Nantes, Laon, dans les semaines qui viennent. Juridiction saisie à chaque fois par une famille de victimes qui vont bien évidemment utiliser les arguments développés avec succès à Nanterre, où le tribunal s'est appuyé sur l'enquête de l'aviation civile argentine pour conclure que le caméraman Laurence Basnic n'avait pas, je cite, obtenu l'information et la formation appropriée pour ce genre de mission. La société de production se serait montrée trop légère en matière de sécurité. Jugement civil qui pourrait peser désormais sur le volet pénal, estime l'avocate de la famille Basnic, Solène Le Tutour. Il est certain que le juge d'instruction lira cette décision avec beaucoup d'attention parce que le juge pénal, lui, a déterminé le manquement à une obligation de sécurité qui constitue un homicide involontaire. Et ce sera effectivement un élément important. Les avocats de la société de production ALP appellent à la prudence sur des conclusions hâtives. Ils n'excluent pas de faire appel du jugement de Nanterre. Jean-Alphonse Richard pour RTL. Et invité d'RTL Soir, le père d'Alexis Vastine. Bonsoir Alain Vastine. Bonsoir. 3 ans donc après l'accident d'hélicoptère sur le tournage de Dropt qui a coûté la vie donc à votre fils et à 9 personnes, la société de production a donc été condamnée pour faute inexcusable. C'est la première fois que la production est condamnée. Pour vous, c'est une première victoire, Alain Vastine ? Tout à fait, oui. Ça prouve qu'il y a eu des failles et ça prouve que la justice fait son travail. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour les victimes et les familles des victimes, des salariés de l'émission. Je suis content pour eux, surtout, parce que quand vous perdez des enfants ou vous perdez de la famille, c'est dur à s'en remettre. Vous-même, vous avez une action en justice. Là, ça concernait donc la famille du caméraman qui avait donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. Vous-même, vous avez saisi un tribunal, Alain Vastine ? Oui, nous on est en cours. Là, c'est en cours. L'enquête est en cours, est toujours en cours, et on attend. Après, ce sera sûrement à notre tour de passer en justice, mais pour l'instant, j'attends. Vous attendez, vous dites que l'enquête est en cours, vous avez l'impression d'être tenu à l'écart, que personne ne sait rien. Alain Vastine, comment ça se passe ? Non, parce que j'ai des super avocats et ils font leur travail et puis vous savez, à chaque coup ça rouvre des plaies. Alors moi je laisse mes avocats faire et parce que à chaque coup je repense à mes enfants, à mon enfant et mes enfants parce que je pense à ma fille aussi. Et ça me fait du mal aussi. J'imagine bien. Et vous pensez qu'un jour, puisque c'est peut-être ça le plus important pour vous, on connaîtra la vérité sur ce qui s'est passé sur ce tournage, Alain Vastine ? Oui, parce que moi je lâcherai rien et je pense que mes avocats non plus, mais moi je fais ça pour justement leur prouver ils ont fait des erreurs et faut assumer. Quand on fait des erreurs, faut assumer. C'est surtout pour les prochains qui font des émissions, parce que moi, ça me fera pas venir mon fils, mais c'est pour les prochains gens qui feront des émissions et qui prennent vraiment leurs précautions et les sécurités qu'il faut pour pas mettre les gens en danger comme ça. Merci beaucoup Alain de votre réaction ce soir, donc à cette première condamnation de la société ALP. Donc merci à vous. Merci à vous aussi. Merci Alain. Merci. Le contrôle judiciaire de Muriel Boll, personnage clé de l'affaire Grégory, a été partiellement levé aujourd'hui, Céline. Suspectée d'avoir participé à l'enlèvement du petit garçon en 1984, Muriel Boll est donc désormais autorisée à rentrer chez elle, mais ne peut pas entrer en contact avec les autres protagonistes du dossier. Au moment des faits, l'adolescente de 15 ans avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory avant de se rétracter. Rebondissement l'an dernier avec sa mise en examen et celle des époux Jacob, soupçonnés d'être les corbeaux, mais un an plus tard, Guillaume Chiez, l'affaire Grégory semble revenir
revenir à son point de départ. Oui, les gendarmes et les juges d'instruction pensaient que Muriel Boll pouvait être une porte d'entrée pour enfin s'approcher de la vérité dans ce dossier. Mise en examen, placée dans un autre département, isolée des siens et peut-être libérée d'une certaine pression familiale, Muriel Boll aurait pu craquer, mais non. Elle maintient la même version des faits depuis un an. Bernard Laroche n'a rien à voir avec la disparition de Grégory. Aujourd'hui, son contrôle judiciaire a été assoupli. Elle peut donc retourner s'installer dans les Vosges où l'attend son fils cadet. En revanche, Muriel Boll ne peut toujours pas entrer en contact avec les protagonistes du dossier, notamment les époux Jacob, eux aussi mis en examen. Prochaine étape maintenant pour Muriel Boll et les époux Jacob, ce sera le 16 mai. Les magistrats se prononceront sur la demande d'annulation de leur mise en examen. Guillaume Chies du service police-justice de RTL. RTL Soir, il est 18h15. On va marquer une pause et dans un instant, le nouveau show pathétique de Jawad au tribunal. RTL Soir.